Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Dupont, qui est sous-officier de gendarmerie et président de l'APNM Militaires Libres, qui est l'Association professionnelle nationale de militaires, créée à l'automne 2021 et qui existe depuis février 2022, date à laquelle elle a reçu son agrément du ministère de la Défense. Bienvenue, Franck. Bonjour Kate, merci pour l'invitation. Alors racontez-nous dans quel cadre a été créée cette association et pourquoi? Alors, je vais d'abord recadrer mon intervention, puisqu'effectivement, vous l'avez bien dit, je suis président d'une association professionnelle de militaires, dénommée Militaires Libres, effectivement. APNM, donc on appelle ça comme ça, Association professionnelle nationale de militaires. Et donc la possibilité d'association des militaires a été prévue, autorisée grâce au texte européen, retranscrit dans le droit français. Et donc ça existe depuis 2015. 2015, on a les 3 premières associations qui se créent. 2016, on en a 6 autres qui arrivent. Et donc nous sommes la dernière arrivée fin novembre 2021. Et au total, donc on a 11 associations professionnelles. Voilà, donc moi, effectivement, j'interviens en tant que président de cette association. J'ai le mandat de l'association pour pouvoir m'exprimer. Effectivement, en tant que militaire, nous sommes soumis à une restriction dans la liberté d'expression. Donc je ne parlerai pas de politique et je ne parlerai pas d'opérationnel, par exemple. Voilà, donc l'objet d'une APNM est de défendre la condition des militaires, incluant donc les droits, qui sont largement méconnus, mais on reviendra dessus. Et cette APNM s'inscrit au sein de l'armée. On a ce qu'on appelle la chaîne de concertation, qui permet d'avoir un intermédiaire entre les gens de terrain, les militaires du terrain, et la hiérarchie à différents échelons. Donc, cette chaîne de concertation fonctionne, mais il y a des choses sur lesquelles ça ne va pas. C'est pour ça que c'est tout l'intérêt d'une association professionnelle. Alors, ce n'est pas un syndicat tout à fait, mais ça nous permet quand même d'attirer l'attention de la hiérarchie et de pouvoir s'inscrire dans une démarche positive, on va dire, à ce sujet-là. Voilà un peu pour cadrer l'objet de mon intervention. Dans quelle mesure vous avez créé cette antenne en automne 2021? Pour quelles raisons? Il y a 2 raisons. Ce qui s'est passé avec l'obligation vaccinale liée au Covid-19. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est aussi un constat que l'on fait depuis plusieurs années sur la méconnaissance des droits des militaires. On va peut-être enchaîner et on reviendra effectivement sur les problèmes de fond, en fait, que vous pouvez rencontrer en tant que militaire, notamment sur cette thématique de droit. Mais on a parlé d'abord de l'obligation vaccinale. Donc, vous, quand je dis vous, votre groupe, parce que vous n'êtes pas seul au sein de cette association, vous êtes une dizaine de membres, c'est bien ça? Alors non, ça c'est le conseil d'administration. Donc effectivement, alors une APNM est cadrée par la loi 1901, mais aussi par le code de la défense. Donc on est très strictement encadré. Donc on dispose d'un conseil d'administration de 10 personnes, et au sein de ces 10 personnes, d'un bureau. Après, actuellement, donc après 1 an et demi à peine donc d'existence, puisqu'il a fallu le temps d'avoir l'agrément, fin février 2022. La première année, on a été à 72 adhérents à peu près, 80 pratiquement, je crois. Et là, cette année, donc avec le renouvellement, on est à 52 ou 53. Alors, ça n'a pas l'air énorme. Ceci étant, quand on regarde les autres associations qui existent depuis 2015-2016, il n'y a pas une énorme différence. Donc c'est très très limité, on a une difficulté à se faire connaître. Donc nous, l'obligation vaccinale, effectivement, c'est a été le déclencheur en fait. L'obligation principale est tombée le 29 juillet 2021, donc juste avant la loi du 5 août concernant les personnels soignants et autres professions assimilées. Alors nous, c'est pas une loi, c'est via une instruction ministérielle. Donc ça passe pas par le Parlement. Ça, c'est prévu par un article du Code de la Défense, c'est-à-dire qu'on a, je vais le citer, ce sera peut-être le seul article que je vais citer, mais on a l'article D4122-13 du Code de la Défense qui prévoit que le ministre peut rendre obligatoire un nouveau vaccin pour les militaires. On précise le ministre des Armées par l'intermédiaire du directeur du service de santé des armées. Alors ça, c'est après, c'est-à-dire que là, le texte dit que c'est le ministre. Après, effectivement, il y a des délégations de signature. Et en l'occurrence, nous, on a le directeur général du service de santé des armées qui avait délégation de signature en lieu et place du ministre et qui a signé cette instruction ministérielle, cette obligation. Et cette obligation s'étendait à la majorité des militaires, pour résumer. Ceci étant, il y en a eu d'autres avant. Ça n'était pas la première. La première qui a été prise date du 21 janvier 2021. Ça ciblait essentiellement les sous-mariniers
et quelques personnels embarqués, je crois, sur Certains un marins, bateau. oui. Voilà. Après, il y en a une deuxième au 26 mars 2021 et un troisième au 10 mai 2021. Donc, il y a une progression. Hein, ils ont rajouté les forces spéciales de certaines unités et puis l'ensemble des marins embarqués sur des bateaux en mission, opérations extérieures, etc. Et donc, effectivement, fin juillet 2021, obligation pour l'ensemble des militaires. Là, historiquement, enfin, c'est tout récent, mais ça a été rappelé dans l'article que vous avez publié sur votre média, et on vous en remercie pour ça. Alors, ce qui s'est passé à cette époque-là, il y a un collectif qui s'est monté, qui s'appelait le Gendarme Libre, qui existe toujours. Un collectif qui rassemblait des familles de militaires et de gendarmes, qui a essayé de rassembler les militaires autour d'eux, et qui a fait appel à Maître Guyon, donc avocat au barreau de Montpellier, pour défendre les droits des militaires. Donc il y a eu des procédures administratives qui ont été engagées, et qui sont toujours en cours, puisque suite à la dernière décision du Conseil d'État fin décembre 2022, on est passé à l'échelle européenne. Donc ça avait été prévu, il y avait eu des appels aux dons, donc c'est toujours en cours à ce sujet-là. Donc il y a ce collectif qui s'était monté, il y a du coup ça a rassemblé beaucoup de militaires, de gendarmes, qui leur ont permis de pouvoir échanger sur ce qui se passait à leur niveau. Et c'est là qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait des situations très problématiques, la méconnaissance des droits et le non-respect des textes réglementaires, parce que c'est ça qui a un peu motivé la création de la PNM derrière. La hiérarchie s'est permis de ne pas respecter les textes réglementaires. J'irai dans quelques détails après. Alors, moi, j'ai une question. Quand cette nouvelle arrive de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les militaires, vous, votre entourage, vos collègues, comment vous accueillez la nouvelle? Est-ce que vous êtes tous unanimes, en fait, en vous disant « mais non, on ne peut pas accepter cette décision » ou bien les avis sont partagés? Comment ça se passe au sein du collectif du métier, en fait, dans cette branche des militaires? Alors, ça dépend des endroits. Des endroits où ça a été accepté. Il y a le côté militaire, j'oublie aux gens. Certains militaires ont fait aussi comme dans le reste d'autres professions, se sont vaccinés bien avant l'obligation. Et puis certains se sont sentis coincés et l'ont fait quand même envers et malgré tout. J'ai eu connaissance de militaires qui sont allés se faire vacciner en pleurant. C'est quand même marquant. Certains l'ont fait effectivement parce que certains ont un crédit, il faut faire vivre la famille. Donc il y a vraiment différentes situations et effectivement d'autres ont dit non, ce sera non. Et ça c'est un choix individuel. Et pour ceux alors qui ont refusé cette obligation vaccinale, que s'est-il passé? Alors c'est pareil, très très varié, situation très variée suivant les armes et les lieux, les unités. En gendarmerie par exemple, ça a été très particulier, c'est vraiment à part. Ils ont pris des mesures internes en donnant des directives sur la manière de gérer les refus de vaccination. Qui se transformaient de quelle manière sur le terrain? Essentiellement, je dirais harcèlement et discrimination. De la part de la hiérarchie, qu'elle soit proche ou un peu plus éloignée. Mais vous n'avez pas été suspendu? Alors, non. C'est ça la particularité, c'est que nous, on a quand même des textes qui nous protègent et qui ne pouvaient pas nous suspendre de cette manière. Alors, je vais peut-être expliquer un petit peu la vaccination au sein des armées, comment elle fonctionne. Je vais m'éloigner un petit peu du sujet, vous me reviendrez après. La vaccination au sein des armées est strictement encadrée par les textes réglementaires. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Je vais donner un exemple très concret. Lorsqu'on rajoute une vaccination obligatoire, l'armée est censée donc procéder elle-même à la vaccination. Ça ne se fait pas dans le civil. Premier problème, puisqu'il y a déjà des militaires qui se sont vaccinés avant librement dans le civil, et qu'ensuite, après l'obligation, on nous a dit « allez-y, vous pouvez aller dans le civil ». On a reçu des mails, il y avait des possibilités d'aller dans le service de santé des armées, mais on nous disait aussi d'aller dans le civil, de se faire vacciner et de fournir ensuite l'attestation de vaccination. Fin juillet 2021, on a eu, donc après l'obligation, les textes internes, début août, et on avait tous au 15 septembre 2021 pour se mettre en règle. Donc faire, je sais plus à l'époque combien c'était, mais 1, 2, 3 doses en 1 mois et demi, 2 mois. Donc déjà, les textes réglementaires qui encadrent la vaccination au sein des armées n'ont pas été respectés. Donc déjà, gros problème. Ceci étant, par exemple, l'armée de terre, j'ai eu des témoignages et des endroits où ils ont posé la question aux militaires s'ils souhaitaient se faire vacciner.
Certains ont répondu non, ils n'ont pas été plus embêtés que ça. Dans la marine, j'ai eu retour de certains témoignages, par exemple certains fusiliers marins ont refusé, ils ont été écartés de leurs fonctions habituelles, mais pour certains, il n'y a pas eu plus que ça. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de retrait du contact avec le public comme ça fait au sein de la gendarmerie. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais par rapport à certaines unités, il y a eu une mise en danger aussi de la défense opérationnelle du territoire. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était problématique quand même. Je reviens, la spécificité de la gendarmerie, c'est que effectivement, ils ont diffusé en interne une note expliquant que les gendarmes qui refusaient de se faire vacciner seraient donc sanctionnés disciplinairement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est seraient retirés de tout contact avec le public. C'est un peu problématique pour un gendarme de brigade ou même gendarme mobile qui est tout le temps en contact avec la population. Et la troisième chose, qu'il ferait l'objet d'une mutation d'office. Et à ce sujet, il y a quand même plusieurs problèmes. Et c'est pareil, les textes réglementaires prévoient qu'en cas de refus de vaccination, on a une possibilité d'être sanctionné disciplinairement. Ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité. Et la deuxième chose, le médecin va prononcer des limitations dans l'aptitude médicale. C'est-à-dire, concernant le refus de vaccination, on sera inapte outre-mer et OPEX, donc opération extérieure. C'est tout. Il n'y a rien d'autre en fait. Les médecins auraient dû appliquer les textes, vont dire hop, inaptitude outre-mer OPEX, et point barre. Et ensuite, les hiérarchies, effectivement, si le militaire ou le gendarme est en Guadeloupe, en OPEX au Liban, je ne sais pas où, il doit prendre des mesures pour s'adapter. Il y a eu donc là-dessus une grande variété de réponses des médecins. Il y a eu des inaptitudes, des aptitudes avec restriction. Ça n'avait ni queue ni tête. Spécifiquement, par exemple, de rajouter une mention dans l'encart du certificat médical qui est remis à la fin de la visite médicale, et dans laquelle il mentionne, par exemple, dans le littéral, qu'il y a une inaptitude non médicale qui est liée au refus de vaccination. Ça pose problème également. Ce document est remis à la hiérarchie. Or, tous les éléments qui concernent la vaccination, qu'on appelle immunisation dans le code de la défense, est protégé par le secret médical. Donc là, le médecin ne joue plus son rôle et il communique des informations qui sont protégées normalement à la hiérarchie, ce dont la hiérarchie n'a pas à connaître. L'inaptitude non médicale, quand j'en ai parlé à plusieurs avocats, ils ont rigolé. L'inaptitude non médicale, ça n'existe pas pour un médecin. Encore une fois, les textes sont très clairs. Le médecin se prononce sur du médical avec une aptitude ou une inaptitude. Point. Rien d'autre. Donc, il y a plein de choses comme ça. L'autre chose que je dirais, par exemple, c'est que, une fois passé le 15 septembre 2021, les gendarmes sur lesquels il y avait un doute ont été convoqués devant un médecin militaire. Ça, c'est pareil. C'est encadré par les textes réglementaires. Les cas où le militaire peut être convoqué devant un médecin sont strictement détaillés. Alors, pardon. Oui, vous parlez de doute. De quelle sorte de doute? Alors, oui. Si la hiérarchie avait un doute sur le fait que le militaire ou un militaire n'était pas vacciné. Donc, suite à une visite médicale avec une inaptitude, c'est ça ou non, pas du tout. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en interne, il y a eu une volonté de la hiérarchie, de la direction générale, de demander au commandant d'unité à ce qu'il vérifie auprès des gendarmes et des militaires si tout le monde s'était fait vacciner. Donc, on venait voir les gendarmes et les militaires en leur demandant « Est-ce que tu es vacciné contre le Covid ?» Oui, non. Sauf que ça, c'est du ressort du médical. On n'a pas à le communiquer à sa hiérarchie. Et comme dans le milieu militaire, on a un peu pris l'habitude de dire des choses, ça roule et qu'il n'y a pas de problème. Sauf que le moment où on est confronté effectivement à une situation un peu exceptionnelle, on revient, les habitudes sont toujours là. Et quand on vérifie les textes, effectivement, ça pose problème. Donc, quand sur 15 personnels, vous en avez un qui répond à la hiérarchie non ou je ne sais pas ou c'est du secret médical, il y a un doute et donc il considère qu'il faut vérifier. C'est ça qui s'est passé. Donc il y a eu des pressions hiérarchiques très importantes à certains endroits. À contrario, il y a d'autres, ça s'est passé tranquillement, il n'y a pas eu de soucis. Mais j'ai connaissance moi de collègues qui ont subi un véritable harcèlement de la part de leur hiérarchie proche.
Alors, il y avait peut-être déjà des problématiques avant, hein. Est-ce que certains de vos collègues ont connu des mutations d'office? Vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple. Oui, tout à fait. Pour essayer de donner un chiffre officiellement en interne, par exemple, en gendarmerie, il y avait 3% de réfractaires, de refus de De vaccination. Ouais. On a des gens qui ont refusé la vaccination contre la grippe il y a des années, hein, et qui n'ont jamais eu tous ces problèmes-là, qui n'ont jamais été sanctionnés disciplinairement et qui n'ont jamais été mutés. Donc là, on a aussi un deux poids, deux mesures. Et effectivement, concernant la mutation, oui, beaucoup ont été mutés, en tout cas dans le milieu gendarmerie. Dans l'armée également, certains qui étaient en outre-mer ont été rapatriés donc sur le territoire métropolitain. C'est un long processus, c'est-à-dire que là, ils ont appliqué les textes, donc sanctionnés disciplinairement, 10 jours d'arrêt pour nous, c'est une sanction de première catégorie. Ensuite, ils ont dit retirer du contact avec le public, donc le gendarme est mis dans un bureau et il peut plus effectuer ses missions normales. Ça occasionne une gêne sur le service avec les collègues. Et ensuite, là, ils disent, eh bien, puisque le gendarme n'occupe plus de manière habituelle ses fonctions, il gêne le service, on va engager la procédure qui est prévue par les textes, cette fois, qui est la mutation d'office dans l'intérêt du service. Et s'engage tout un processus, hein, donc c'est assez long parce qu'il faut prendre connaissance des dossiers, ce qu'on nous reproche, etc. Faire ses remarques, faire aussi des vœux, c'est-à-dire que on peut demander à ce qu'on aimerait bien aller dans telle autre unité. La particularité, c'est que là, ils ont dû trouver des places pour nous dans lesquelles on n'était pas en contact avec le public. Au niveau gendarmerie, ça implique par exemple tout ce qui est service administratif, service du personnel, le 17 gendarmerie, donc la plateforme téléphonique qui répond aux urgences. Oui, il y en a encore en cours d'ailleurs. Alors, la première vague de mutation, ils sont restés au niveau région, donc interne région, ça fait déjà une grande surface. Hein. En plein milieu d'année, il y a des enfants, il y a l'emploi du conjoint, la famille. Et alors là aussi, c'est pareil. Donc, il y a des procédures qui ont été engagées, mais il y en a qui ont perdu la garde de leurs enfants, par exemple. Donc, puis après, il y a eu des mutations au niveau national. Les professionnels de santé, il y a eu la levée de l'obligation vaccinale pour cette catégorie de personnes. Est-ce que cette levée vous concerne, vous, les militaires? J'ai l'impression que nous, les militaires, on est un peu une espèce à part. Hein. Pour le moment, non. Pour le moment, non. D'accord. Non, ils n'en parlent pas. Et pour autant, on voit bien que aux États-Unis, ils ont retiré l'obligation vaccinale. Ça date de septembre dernier déjà. Au Canada, ils ont retiré aussi. Il y a des procédures en cours. Il y a des militaires qui ont déposé plainte. Donc non, nous, on n'est toujours pas concernés. Ils ont retiré un rappel, je sais plus lequel, le quatrième là. Ils ont retiré une dose. Voilà. Mais sinon, non, on n'est pas touché du tout. Mais actuellement, vous êtes toujours soumis à cette obligation vaccinale. Oui, tant que en fait l'instruction ministérielle n'est pas changée, l'obligation est toujours pour toujours. Et à votre avis, pour quelle raison cette obligation concerne l'armée et pas la police nationale? C'est une bonne question. On aimerait le savoir. Avec la PNM, nous avons mené plusieurs actions. Hein. Nous avons posé des questions, nous avons demandé des données au service de santé des armées, adressé des courriers au ministre des armées, au ministre intérieur, à la première ministre, aux chaînes de concertation également. À ce jour, nous n'avons aucune réponse. Même par rapport à cette question bien précise, je n'ai pas la réponse et on ne l'a pas. Parce qu'en fait, nous avons le même travail, hormis peut-être les militaires, donc effectivement, qui sont en mission extérieure, mais même Vigipirate, par exemple, voilà, on a des militaires qui remplissent ces missions, ils sont au contact du public. La police est en contact du public également, mais ne sont pas soumis de manière légale à cette obligation. Je sais qu'en interne, il y a eu beaucoup de pression, mais non, voilà. On va parler des actions en justice, alors que le collectif a mené, que vous aussi vous menez, et notamment sur votre site internet, vous avez publié 2 jugements qui ont été rendus au Conseil des prud'hommes, alors l'un à Nancy et l'autre à Marmande. On peut en parler un petit peu? Oui, alors il y a le collectif gendarmerie là, qui avait effectivement engagé des procédures administratives, donc avec le maître Guyon du barreau de Montpellier, qui sont en cours. Donc on est passé à l'échelon européen maintenant. Nous, au niveau de la PNM militaire libre, alors malheureusement, il y a des conditions à remplir pour pouvoir déposer plainte en termes d'association. C'est très compliqué.
Les procédures sont plutôt engagées au niveau individuel. Donc, on a des procédures administratives, des recours contre les sanctions disciplinaires, on a des recours contre les mutations, et éventuellement aussi certains dépôts de plainte au pénal, du coup, pour les différentes infractions pénales que nous avons pu constater, pour lesquelles les militaires ont pu être victimes. Mais ça reste individuel. Pour le moment, il n'y a pas d'action collective. D'accord. Alors je vais juste revenir sur les 2 jugements au Conseil des prud'hommes qui donnent raison en fait aux plaignants concernant les suspensions d'emploi pour non-vaccination. Alors ces 2 jugements, l'un a été rendu le 3 mai dernier donc, et l'autre le 19 mai. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Alors je sais plus le détail. Il y avait 2 jugements qui étaient intéressants dans le sens où ça rappelait certaines choses auxquelles nous avons été confrontés, la notion de consentement, les données aussi qui sont relatives à la santé, qu'on n'était pas obligé de dévoiler donc à son employeur. Secret médical. Voilà, la protection du secret médical. Donc il y a certaines choses qui nous touchent effectivement, et lorsqu'on a vu ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est sûr. Ceci étant, on a la particularité du statut militaire, qui est une très bonne excuse, qui est vraiment une très bonne excuse et bien adaptée pour dire, au moment où nous étions concernés, il fallait le faire, et vous deviez obéir. Alors on va rappeler le slogan de la PNM qui est libre de connaître et d'exercer nos droits. Est-ce pour vous une manière de vous organiser, de vous protéger sous forme de syndicat dissimulé un peu ? La possibilité d'association des militaires, ça correspond un peu au syndicat, hein. Ça n'est pas la même chose, mais c'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Hein. C'était prévu comme ça dès le départ. Le fonctionnement n'est pas le même, puisque normalement on est censé s'intégrer dans la chaîne de concertation en interne, ce qui est très compliqué. Hein. Il faut reconnaître, on a des difficultés à se faire connaître des militaires, voire même ils ont des appréhensions pour avérer, parce qu'ils ont peur que la hiérarchie soit au courant, etc. Et que le milieu militaire, quand même, voilà, une longue tradition où mais le syndicat n'existe pas. Le syndicat a des avantages et des inconvénients, on le voit bien dans la police. Hein. Voilà, en tout cas, l'objet, nous, c'est vraiment suite au constat que nous avons pu faire, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte d'aider les militaires à prendre conscience que nous avons des droits. Nous avons des devoirs et des obligations en tant que militaires, ça on nous les rappelle régulièrement, en formation, en cours de la vie professionnelle, et c'est normal et c'est la moindre des choses. Ceci étant, le militaire a également des droits. Les droits sont strictement encadrés par le code de la défense. Le code de la défense, c'est comme le code pénal. C'est extrêmement important. Le problème, c'est que, non, comme il n'y a pas de réelle formation à ce sujet-là, comme il n'y a pas de communication à ce sujet-là, on ne le connaît pas. Que ça soit au niveau du militaire du rang, que ça soit au niveau d'un officier. Donc du coup, c'est comme ça qu'il peut y avoir des abus. Alors vous l'avez dit à plusieurs reprises d'ailleurs, vous avez des difficultés à vous faire connaître, en tout cas la PNM a du mal à se faire connaître au sein des militaires. Vous l'avez dit, certains sont assez frileux parce qu'ils craignent la hiérarchie et ça peut se comprendre. Pourtant, alors sur votre site internet, vous rappelez que l'adhésion est anonyme en fait, à aucun moment le nom des adhérents n'apparaît. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, autre que cette frilosité de la part des militaires, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette difficulté de vous faire connaître ? Alors effectivement, on l'a rappelé, ça c'est grâce à une décision du Conseil d'État suite à une procédure engagée par la PNM Marine. À l'origine, la hiérarchie voulait connaître le nom des adhérents. Donc il y a une décision administrative qui a été rendue qui protège la confidentialité à ce sujet. Comme je disais, il y a une longue tradition militaire à ce sujet-là. C'est très complexe, il y a un manque de communication, il y a un manque de facilité d'accès aux droits. Et tant qu'on n'instaure pas ça, par exemple dans la formation initiale et puis ensuite avec des rappels réguliers, ça ne pourra pas changer. En interne, il n'y a pas de compte-rendu ou d'objet de réunion sur ce sujet. Vraiment. Par exemple, il existe le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, qui a été créé en 2005. Ces membres sont nommés par le président de la République. Ceci étant, ils font un travail intéressant. Ils remettent régulièrement un rapport qui est lié à la condition militaire. Il y a des choses qui avancent, qui évoluent, c'est très bien, la prise en compte de la famille, la prise en compte des blessés suite à des opérations extérieures, ou voilà, peu importe. À aucun moment, aucun rapport n'a pour objet les droits des militaires, la problématique des droits des militaires.
À aucun moment. Y compris en interne avec la chaîne de concertation. On leur a adressé 3 courriers, on n'a eu aucune réponse. Donc il y a vraiment un vrai problème là-dessus. Et au niveau des réseaux sociaux, puisqu'on est en plein dans l'émergence de ce nouveau moyen de communication, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Oui, alors ça reste limité quand même malgré tout, mais effectivement on essaye de communiquer un peu de cette manière-là. Grâce à ça, d'ailleurs, ça nous a permis effectivement d'entrer en contact avec d'autres militaires et de nous faire connaître un petit peu, mais ça reste limité. Beaucoup de gens ne sont pas non plus sur les réseaux ou sont sur d'autres choses et sont intéressés par d'autres domaines. Et je pense que vraiment, ce serait plutôt en interne. Il y a un vrai travail à faire en interne. Il n'est pas facile, c'est long, qui demande du temps. Et il y a vraiment une vraie problématique à ce sujet-là. Alors, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière l'APNM agit-elle, en plus donc d'accompagner lorsqu'il y a eu cette obligation vaccinale contre la Covid-19? Vous agissez de quelle autre manière aussi et vous accompagnez pour quelle autre raison? Enfin, tout ce qui est lié au droit des militaires, en fait. Donc, effectivement, notre création était en réaction effectivement à cette obligation vaccinale, au cours de laquelle on a eu tout un tas d'attaques à nos droits. Nous, actuellement, nous sommes assez focalisés là-dessus. Je vais être honnête, il y a beaucoup de militaires et de gendarmes qui sont très en colère avec tout ce qui s'est passé et la manière dont ils ont fait. Vraiment. Et là-dessus, je pense que la hiérarchie a beaucoup perdu. À partir du moment où un adhérent a besoin d'une aide, d'un conseil, d'un suivi, quoi que ce soit, à partir du moment où c'est lié aux droits des militaires, nous, on peut l'aider, le conseiller, le guider, l'orienter. On a des camarades qui sont bien au fait des procédures, des textes. Il n'y a pas uniquement les textes réglementaires, il y a aussi le droit administratif derrière. C'est très complexe. Comment demander des documents, comment respecter certains délais. Si on les dépasse, et bien derrière, on n'a plus accès au même droit. Il y a vraiment une complexité et on a besoin de se faire aider. Et pour ça, c'est toujours mieux à plusieurs. C'est la force du collectif. Bon, on a l'impression dans vos propos que là, la priorité, c'est avant tout de fédérer un groupe, et c'est là où est votre difficulté. Si vous vouliez lancer un appel là maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire? Et je dirais à chaque militaire déjà de lire les textes, prendre le temps de lire les textes. C'est extrêmement intéressant, c'est là qu'on apprend des choses, de se prendre en main en fait à ce sujet-là. Et de ne pas hésiter à en parler autour de soi ou à nous rejoindre. Alors, rejoignez-nous, plus on sera nombreux, plus on aura le poids pour se faire entendre, ou essayer de se faire entendre et faire en sorte de faire évoluer les choses. C'est que comme ça que ça marche, malheureusement. Donc on a besoin de monde. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Bon, pensez-vous que cette obligation vaccinale va être levée prochainement, en France en tout cas? On est un peu dans l'expectative, on aimerait bien y croire, mais pour le moment, ils n'ont pas l'air d'être... Alors, c'est ce qu'on disait un peu pour les professionnels de santé, puis finalement, oui. c'est arrivé. C'est juste. Alors, effectivement, j'ai des retours là, de certains collègues qui ont eu des discussions avec leurs officiers respectifs, qui leur ont dit qu'effectivement, actuellement, ils parlaient de nos cas, de tous ces gendarmes. Là, je parle gendarmerie, de tous ces gendarmes qui ont été mis de côté. Mais pour le moment, on n'a toujours rien d'annoncé, on n'a toujours aucun texte, aucune décision officielle. Donc, on ne sait pas. Il y a des signaux, mais combien de temps ça va prendre et est-ce que ça sera fait? C'est une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner de votre cas personnel ou pas? Alors, je peux rapidement, ça sera pas pour parler de moi, mais je trouve que c'est intéressant. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses pas mal. Moi, dans mon cas, donc j'ai été effectivement sanctionné premièrement de 10 jours d'arrêt. C'était le tarif pour tout le monde. J'ai ensuite été muté d'office, me retirer du contact avec le public, donc placé dans un bureau, isolé. Ceci étant, je vais résumer. Ensuite, moi, j'ai écopé, on va dire, d'une suspension de fonction. Je crois qu'il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Donc moi j'ai eu une suspension de fonction qui a duré 2 mois. Donc ça veut dire j'ai eu 40% de salaire en moins. Ça fait quand même pas mal. Alors ça n'est pas la même chose que les personnels médicaux ou soignants ou assimilés, qui n'ont plus rien du jour au lendemain. Et je suis passé ensuite en conseil de discipline
j'ai écopé d'une sanction de 2e catégorie, donc d'un cran au-dessus, pour lequel, donc, pour toutes ces sanctions, j'ai des recours administratifs qui sont en cours. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que signifie cette sanction de seconde catégorie? Oui, alors, de sanctions de 2e catégorie, donc, en fait, des sanctions, il y en a, c'est comme pour les fonctionnaires, il y en a 3. Ça remonte en gravité, hein. La 3e catégorie, c'est potentiellement, on risque d'être radié des cadres, d'être expulsé de l'armée. La 2e catégorie, ce sont des sanctions qui touchent l'aspect pécuniaire. Alors moi, ils ont décidé, c'est la direction générale, hein, que le conseil de discipline émet juste un avis, qui était plutôt correct, et la direction générale a décidé de l'aggraver. Donc moi, j'ai écopé d'une sanction de 5 jours d'exclusion temporaire de fonction. Ce qui veut dire que pendant 5 jours, je ne travaillais pas, ni je n'ai pas touché de salaire. Après 2 mois de suspension, plus les 5 jours, au total, ça fait pas mal tout ça. En termes de procédure, j'ai engagé une procédure administrative en cours, et j'ai déposé plainte au pénal également. Alors là, je suis confronté aux mêmes choses que certains civils qui ont déposé plainte, et qui au bout d'1 an n'avaient pas de réponse du procureur de la République. Même cas pour moi et pour d'autres, hein. Donc j'ai dû, moi, saisir le juge d'instruction pour demander une ouverture d'une information judiciaire à ce sujet. Donc tout ça, c'est des procédures, c'est très long, il faut suivre. Mais voilà, nous on est logés à la même enseigne, hein, surtout que nous on fréquente régulièrement, normalement, les procureurs de la République. Nous, nos chefs, ils se connaissent, et donc je suppose que ça va être délicat de traiter ce genre de dossier. À mon avis, beaucoup de dossiers sont mis, ça c'est que mon avis personnel, mais certains dossiers sont sur un bureau puis ils attendent. Ils attendent que vous vous découragiez, non? Oh ben oui, c'est la tactique, ça peut être très efficace, effectivement. Donc si on ne suit pas un peu les dossiers, qu'on ne relance pas, effectivement c'est un risque. Merci pour votre témoignage en tout cas. Alors on peut rappeler comment on peut rejoindre la PNM peut-être? Un petit mot dessus? Oui, alors nous avons le site internet. Donc, essentiellement c'est le biais par lequel on peut nous joindre. Donc soit nous contacter, on a une page contact, et pour adhérer également on a un formulaire d'adhésion, là. 15 € d'adhésion annuelle, pareil, sur lequel on s'est basé et qui paraît très raisonnable pour le combat que l'on peut mener. Et on rappelle l'adresse de votre site internet qui est www.militairelibre.fr. Tout à fait, c'est ça, exactement. Bon, vous avez un dernier mot, Franck Dupont? Écoutez, Kate, déjà je vous remercie pour l'invitation à cet entretien, pour l'article qui a été fait et diffusé sur le média. Non, je n'ai pas d'autre mot final, je dirais juste aux militaires d'apprendre à connaître leurs droits et de les défendre, d'en faire usage et puis de nous rejoindre pour participer à l'évolution des droits. Voilà. Et puis nous, on reste connectés pour connaître surtout l'avancée de tout votre travail au sein de la PNM. Voilà. Avec plaisir, je vous tiendrai informé sur les grandes évolutions. Merci Franck Dupont d'avoir été notre invité. Merci à vous, Kate.